Il y a tellement de choses à dire. Bonjour à toutes et à tous, c'est Scream et on se retrouve aujourd'hui pour la review des épisodes 9 et 10 de Wakfu saison 4. Comme d'habitude, je rappelle qu'on va spoiler, donc si vous n'avez pas vu les épisodes, je vous invite à aller les visionner sur Oku, le lien est en description. Et je rappelle également que les 3 derniers épisodes seront diffusés le vendredi 15 mars sur l'application et le site d'Oku à partir de minuit. Mais concernant ces épisodes 9 et 10, on n'était toujours pas prêts. Il y a bien sûr énormément de choses que j'ai appréciées dans ces derniers, même si j'ai quelques réserves sur pas mal de points qui ne concernent pas tous la série directement, mais on y reviendra en temps voulu. On va donc sans plus attendre revoir les épisodes en détail, qui s'en suivra par la partie technique et la partie théorie. Yugo, qui a donc été capturé par Tauros dans le Nécromonde, va donc bien évidemment servir de cocktail de Wakfu pour les Nécromes. Et dans cette scène, je comprends très vite pourquoi Malek m'avait averti que la série n'était pas adressée aux enfants. Car la scène de transformation de Yugo est assez graphique, si on peut dire. Et en effet, Yugo qui se fait aspirer son Wakfu commence à grandir. Un moment que beaucoup de monde attendait, moi le premier, mais je n'imaginais pas que ce soit fait aussi violemment. Et oui, plus on vieillit dans le Crossmose, moins on a de Wakfu dans son corps. C'est la raison pour laquelle quand Nox avait volé le Wakfu d'Alibert dans la saison 1, ce dernier s'était mis à vieillir. Yugo perdra donc connaissance et retournera dans sa tête avec ses visions de repos afin d'entraîner son esprit combatif. Outre le fait que la nouvelle voix de Yugo m'a un peu perturbé, je trouve la scène intéressante car on a toujours quelques liens avec la saison 3, mais bien qu'il y ait pas mal de dialogues d'exposition pour nous expliquer la situation, je pense malgré tout que ceux qui n'ont pas vu l'épisode spécial au repos ont dû être un peu perturbés voire perdus. Car j'ai l'impression que certains dialogues se contredisent entre eux, mais c'est surtout à cause du fait qu'on nous a expliqué que les héliotropes étaient tous des copies de Yugo, mais que ce n'est finalement pas totalement le cas. Mais Tauros s'excuse finalement auprès de Yugo, en lui expliquant qu'il ne prend aucun plaisir à tout cela. Et au passage, bien joué à Gojecraft qui a résolu le mystère de cette ombre chinoise bien avant que l'épisode ne sorte, à l'exception près que Yugo était déjà adulte. Et donc, Tauros est encore le seul parmi les Nécromes à encore ressentir des émotions par rapport à ce qu'il a fait à ses sujets, ce qu'il décrit comme étant sa malédiction, et Ephraim, qui conseille à son maître Mordal d'en finir de suite avec Yugo. Mais bien sûr, il n'échappe pas à la règle de tout méchant qui se respecte, en n'exécutant pas tout de suite le héros qui est sans défense, même si pour être honnête, il a plutôt une bonne excuse. En revanche, du côté de l'Inglorium, le ton continue de monter. Le stress de la grande déesse n'a pas été arrangé par la disparition de Yugo, et qui malgré sa toute-puissance, a complètement perdu toute combativité comme l'a si bien dit Nora. Et du côté d'Adamai, il se rend compte qu'il s'est laissé avoir comme un crétin. Pour la 4e fois, il aurait pu pourtant éviter ça en laissant juste Killby utiliser les Dofus dans son dos comme il l'avait fait en début d'épisode 8. Mais je conçois que si ça avait été le cas, on n'aurait pas eu une scène aussi stylée et qu'on n'aurait pas ce qui va suivre. Killby, qui donc retrouve sa prestance, estime avoir la légitimité d'avoir l'usage des Dofus après avoir constaté le soi-disant échec d'Adamai. Il part donc seul affronter Locus pour récupérer son cœur. Suis ton cœur, oh, 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 tel pour tous tes amis, tu sauveras leur issue. Et à présent, il n'y a plus aucun doute possible, Locus est bel et bien un mécasme. Ce peuple qui a donc décimé les Héliotropes lors de la Grande Guerre. Killby fera même référence à Orgonax, en mentionnant le frère de Locus qu'il a jugé digne. Mais quand Killby arrivera à atteindre l'Héliosphère, on aura le droit à une série d'images très intéressantes que nous analyserons dans la partie théorie. Mais pour en revenir au combat, je le trouve vraiment fascinant, notamment du côté de Locus, de par sa nature de extra-dousien, si je puis dire, a donc un langage et des pensées qui s'éloignent beaucoup de ce que l'on connaît, et c'est ce qui le rend difficile à cerner à la fois pour Killby, mais aussi pour nous. Du côté du vieil Héliotrope qui est complètement dépassé même avec les Sidofus, on sent malgré tout que Killby s'amuse et que Locus représente un challenge qu'il n'a pas dû ressentir depuis très longtemps. Et avoir un adversaire qui le pousse dans ses derniers retranchements nous permet d'avoir ces scènes exceptionnelles, avec une animation intense et très nerveuse. Ce que je regrette, c'est qu'on n'ait pas eu assez de référentiels pour mesurer la puissance colossale des deux adversaires. On a d'ailleurs à ce sujet une scène comique qui m'a bien fait rire, mais qui illustre bien le problème que je viens de citer. Je vous ai manqué. Mais j'espère que dans les derniers épisodes, on aura cette fameuse démesure qu'on a ressentie dans le combat de Nox contre Gougal. En revanche, j'ai bien ressenti la puissance des impulsions de Locus contre Killby avec les Sidofus, alors que le combat n'avait même pas encore commencé. Et oui, franchement, c'est un combat que j'aime sur plein d'aspects. Par contre, je ne sais toujours pas vraiment ce qui a poussé Locus à abandonner son cœur à Killby, mais j'ai quand même quelques pistes. Est-ce qu'il a reconnu la détermination et les intentions pures de Killby malgré sa folie des grandeurs? Ou bien c'est Locus lui-même qui s'est lassé de son rôle de gardien et qui a réalisé qu'il avait finalement pas mal de points communs avec cet Héliotrope qui a vécu depuis beaucoup trop longtemps?
mais on ne saura peut-être jamais vraiment la vérité, ce qui n'est pas un mal pour le coup, et j'aimerais bien savoir en commentaire ce que vous en pensez. Et malheureusement, je vais comme devoir aborder un problème qui ne concerne pas la saison 4 directement, mais plutôt la communication autour de cette dernière, et particulièrement autour de Waven. Parce que oui, si vous êtes comme moi un joueur de Waven, et que vous êtes passé sur l'île compétitive, il se pourrait que vous avez été spoilé de la totalité du combat Kill Bill Locus un mois en avance. On avait dans ce combat l'information que Kill Bill ne pouvait pas gagner, ainsi que toutes les phases du combat avec les 6 bras de Locus, et surtout les 6 Dofus héliatropes dans le dos de Kill Bill. Donc oui, ce combat est sorti beaucoup trop tôt, et oui, c'est un problème. Non pas que le combat en jeu n'est pas intéressant, car oui, l'idée est géniale, mais à condition de faire comme Wakfu les gardiens et de sortir le combat après la sortie de l'épisode. Mais on a eu également une fuite du compte anglais de Waven qui nous a carrément révélé que Locus était un mécasme, mais le post a été très rapidement modifié. Donc, j'ai bien entendu garder le secret jusque là, mais je vais pas m'attarder là-dessus, car il reste encore beaucoup à dire sur les épisodes. Après l'évacuation de la grande déesse, elle se réfugie au royaume Sadida et bâtir un sanctuaire qui se rapproche un peu du trailer du Kickstarter. Mais on a surtout quelque chose de terrible concernant Nora, qui se fait posséder par son frère Ephraim. Et c'est donc bien elle qui était le responsable de tous ces portails d'invasion depuis le début. Ce qui confirme donc tous les soupçons que j'avais à son sujet, bon, à quelques détails près hein. Par exemple, je n'avais pas prévu qu'elle se fasse entièrement contrôler. Mais pour moi c'était clairement évident depuis qu'on avait vu la forme de ces portails, et je suis surpris que pas un seul du groupe n'ait fait le rapprochement. Mais du coup, cela signifie que Ephraim doit puiser une énergie colossale pour arriver à ce résultat. Pas étonnant qu'il soit aussi affamé. Mais il n'a pas fini de se servir de Nora, car il en profitera pour culpabiliser sa mère et provoquer Adamaï. Mais au moment où Ephraim relâche son emprise sur elle, et que Nora reprend ses esprits, il est déjà trop tard. Tauros l'emprisonne donc à son tour, et révèle à Nora les motivations qui l'unissent lui et son peuple. C'est de se nourrir jusqu'à la fin des temps. Et toi, ton week-end? C'est une façon de voir les choses, après tout, qu'est-ce qui unit plus une colonie sans émotion, tous motivés par un but commun. Je trouve la scène de pétrification assez bien faite, mais je ne suis pas sûr d'avoir compris comment Tauros peut toujours avoir accès au portail de Nora à partir de ça. Mais quoi qu'il en soit, l'invasion est imminente, et Tauros finit par suivre le conseil d'Ephraim en achevant Yugo. Mais se fera sauver au dernier moment par Kill Bill dans une entrée épique. Il était donc bien digne de porter l'héliasphère, du moins pour le moment. Yugo, quant à lui, commence à faire la paix avec les héliotropes présents dans son esprit, et par conséquent, faire la paix avec lui-même. C'est un thème qui je trouve a été un peu maladroit dans la saison 3, mais cette conclusion est la bienvenue. Et on a le droit à une dernière confrontation entre Kill Bill et Tauros, avant de secourir Yugo. Et Tauros, qui en a un peu marre de se faire troller par les héliatropes, ordonne immédiatement l'attaque. Et pour le moment, je trouve que Tauros perd un peu son aura de menace, et j'espère qu'il va me donner tort dans les épisodes qui arrivent. Mais la bonne nouvelle, c'est que le sauvetage de Yugo est un succès, mais Kill Bill en a payé de sa vie. Ce qui est dommage, c'est qu'on sait qu'il va rejoindre son Dofus et renaître bien plus tard avec tous ses souvenirs, ce qui fait qu'on se retrouve avec un peu l'effet Kérubim du film Dofus. Mais pour être honnête, ça ne m'a pas empêché de lâcher une petite larme. Et son sacrifice permettra à Yugo d'avoir les clés pour pouvoir vaincre l'ennemi, à savoir réussir à canaliser l'énergie des Dofus et de l'héliasphère sans abîmer son corps. Et bien que la scène de transformation est vraiment magnifique, on ne sait pas comment Yugo a eu les connaissances nécessaires pour atteindre cet exploit. Enfin, de ce qu'on a vu, les héliotropes ne nous ont rien appris à ce sujet, à part bien sûr ces fringues mystérieux qui se génèrent tout seuls sur le corps. Pour cette saison 4, j'avais des craintes, des attentes, mais à aucun moment je pensais que j'allais pleurer devant la série. Ce sera peut-être ridicule avec le recul, mais c'est comme ça que j'ai vécu le sacrifice de Kill Bill sur le moment. Mais je vais essayer de mettre mes émotions de côté pour développer un point particulier. Et je pense que beaucoup de monde ne seront pas d'accord avec moi, mais je pense que Kill Bill a été écrit pour être le protagoniste de ces 2 épisodes. Mais pas le gentil, je fais bien cette nuance. Mais en tout cas dans l'épisode 9, Kill Bill est énormément mis en avant, que ce soit dans les dialogues, l'animation et même la mise en scène. Il y a par exemple les antagonistes qui parlent même plus de Kill Bill que de Yugo lui-même, ce qui est vraiment pas commun. Jusqu'à même dire que Kill Bill est le plus dangereux du groupe. Il se fera finalement assez discret dans l'épisode 10, pour finalement faire un retour surprise en sauvant Yugo, comptant ainsi par cet instant parmi les héros de la série. Ça n'excuse cependant pas tout ce qu'il a pu faire dans le passé, qu'on soit bien d'accord, mais dans cette saison 4, même s'il a fait quelques fourberies, il n'a jamais eu l'intention de nuire à ses frères ou sœurs. Je n'irai pas jusqu'à dire que c'est une rédemption, car en soi, sa mort est quand même assez facile. Il va juste rester coincé quelques temps dans son œuf, pour finalement renaître. D'ailleurs, il y a peut-être quelque chose à faire avec un Kill Bill enfant super intelligent. Non, en fait, je suis pas sûr de l'idée.
Mais tout ça pour dire que sa mort n'est pas vraiment un obstacle pour lui sur le long terme. Mais en tout cas, je trouve que c'est une bonne conclusion pour le personnage dans la série, qui nous a montré qu'il était capable du pire comme du meilleur, avec un final dans un combat d'anthologie. On va donc passer à la partie technique. Déjà, j'aimerais saluer tout le travail qui a été fait autour de Locus. Au niveau de ses capacités, ses attaques, son aura, le rendu est vraiment intéressant. On a par exemple beaucoup d'effets d'aberration chromatique quand son cœur se met à s'agiter, ce qui ajoute à la fois un côté divin et étrange car c'est le seul personnage à faire ce genre de choses et ça rend plutôt bien. Et je ne sais pas exactement qui a fait quoi dans l'épisode 9 parmi les animateurs et animatrices, car ils n'ont pas encore publié leurs travaux mais ça ne serait tardé, donc soyez attentifs sur Twitter. Quoi qu'il en soit, je voulais bien entendu les féliciter. Je trouve également qu'il y a eu un sérieux effort sur la génération des arbres pour le temple de la grande déesse. On avait aussi pas mal de plans avec Killby et Yugo en vue subjective, et les plans en contre-jour de Tauros et Ephraim sont vraiment très beaux. Et toujours de très bons points pour l'équipe sonore qui s'occupe des musiques, mais aussi des sound design. D'ailleurs, dans la scène où Locus attrape Killby, j'ai vraiment la sensation qu'il dépasse le mur du son en vitesse. On va quand même faire un petit au revoir à Fanny Block qui a bien doublé Yugo jusqu'ici, mais qui m'a également marqué dans d'autres rôles emblématiques. Mais on va quand même terminer par la partie théorie, donc comme d'habitude si vous ne voulez pas en savoir plus on va se laisser là-dessus, et je vous invite à laisser un pouce bleu si mon contenu vous plaît, laisser un commentaire pour savoir ce que vous avez pensé des épisodes, et si vous voulez continuer de parler de la série entre vous, vous pouvez nous rejoindre sur le Discord communautaire en qu'animation. Sur ce, place à la théorie. Pour la théorie d'aujourd'hui, on va bien sûr reparler des mécasmes, ce peuple mécanique qui fait couler tant d'encre dans la communauté Wakfu depuis tant d'années. Il y a d'ailleurs de grandes chances que je sorte à l'avenir une grande vidéo sur eux pour essayer de démêler le vrai du faux à leur sujet, car aujourd'hui, à la sortie de ces 2 épisodes, beaucoup de choses ont été remises en cause. En effet, on est potentiellement en face d'une grande réécriture du lore, ou d'un retcon si vous préférez, de quasiment toute l'histoire des Héliatropes. Et si c'est le cas, je pense pouvoir être en mesure de dire sans me tromper que le premier chapitre du tome 4 de Wakfu n'est plus canon, ou en tout cas n'est plus à prendre au pied de la lettre. Car comme on l'a vu dans la review précédente, il y a beaucoup trop de choses qui divergent par rapport à ce qu'on a appris dans la saison 4. La libération de la grande déesse, l'affrontement contre Orgonax, etc. etc. Mais du coup, qu'est-ce qu'a pu voir Killby exactement dans ces images? Eh bien, à la fois pas grand chose, mais en même temps pas mal de choses intéressantes. On commence avec celle-ci. Alors, petite parenthèse, la première fois que je l'ai vu, j'avais vraiment des étoiles dans les yeux, et au vu du succès de mon dernier tweet, je pense que vous aussi, mais un peu de sérieux. On a donc 7 mécasmes sur une même image, et qu'ils ont un peu la configuration que pourraient avoir des dieux. D'ailleurs, beaucoup ont pensé à juste titre au Céleste de Marvel. On reconnaît Orgonax sans ses ailes sur la gauche, et c'est visiblement le seul à ne pas avoir d'héliasphère. Et si on en croit l'ancien lore, étant donné que c'est le plus jeune des mécasmes, c'est donc probablement quelque chose qui évolue avec le temps. D'ailleurs, à ce sujet, Tot nous a bien confirmé que l'Héliacube était toujours quelque part et qu'il était indestructible au même titre que les Dofus. On a aussi cette sorte d'hippocampe qui me rappelle un peu la forme des mécasmes qu'il y avait dans le manga. Il y a également celui sur la droite qui est mon design préféré, qui me fait un peu penser à celui de la saison 2 dans les flashbacks de Killby, en mieux. D'ailleurs, on le revoit sur une autre image, dans une scène de destruction, qui est identique aux images du Kickstarter, avec d'ailleurs un autre mécasme pas présent parmi les 7, avec un design vraiment terrifiant. Et que ce n'est pas très étonnant, car selon plusieurs dires, ces mécasmes devaient être les antagonistes de cette saison, mais qu'ils devaient également avoir un épisode spécial sur eux. Mais ce que je pense dans les faits, c'est que cette attaque semble représenter la grande guerre Héliatrope. Et dans les autres images, on revoit les autres mécasmes dont Locus, dans différents mondes et plans d'existence. Et franchement, je pourrais théoriser des heures sur ces sujets-là, mais pour être honnête, je ne sais pas pour le moment où ça va nous amener, ni même si ça a été prévu d'être gardé ou développé par la suite, mais si c'est le cas, ce sera sûrement pour quelque chose de bien plus grand qu'on l'imagine. Mais de ce qu'on sait, c'est que ça a l'air d'être de grands sacs-outils sur pattes. Ils sont capables de maîtriser beaucoup de formes d'énergie, dont la stasis, et sûrement le Wakfu au vu de leur couleur, mais aussi d'extruder leur corps à volonté, et même une sorte d'énergie noire qui semble être liée à la gravité et qui fait complètement trembler Adamai. Et d'ailleurs, je ne sais toujours pas pourquoi Locus s'est focalisé sur lui. Peut-être qu'il a affronté l'ancien Adamai pendant la Grande Guerre, qui sait. Mais qu'après avoir scanné l'Adamai du présent, il l'a finalement relâché en sachant que ce n'est pas le même. Mais ce serait très prétentieux de ma part si je pouvais déjà percer le mystère de ces êtres mécaniques après une simple review. Mais soyez-en sûrs, on en reparlera. Quoi qu'il en soit, j'espère que cette vidéo vous a plu malgré tout, et j'ai hâte de vous revoir la semaine prochaine pour la fin de la saison. Sur ce, au revoir.